Bonjour et bienvenue dans la quotidienne de School TV, l'émission qui vous raconte l'éducation au quotidien. Au sommaire, aujourd'hui, tout le monde n'a pas eu la chance d'avoir des parents communistes, affirmait un film sorti en 1993. Ça aurait pu être le titre de la nouvelle bande dessinée de Jean-Louis Tripp, mais il raconte plein d'autres choses aussi. Il est l'invité du Grand Oral. Dans l'Anti-Sèche, on réveille notre culture générale. Cette semaine, les expressions françaises. Question du jour. Quelle est l'origine de l'expression « jeter de la poudre aux yeux » Réponse et explication dans moins de 10 minutes avec Catherine Maury. Et puis enfin, notre rendez-vous hebdomadaire avec Amélie Paris. Les années collège qu'elle nous raconte, ce sont aussi celles où on découvre plein de nouveaux supports comme le podcast. Amélie vous racontera la réalisation d'une série de 4 épisodes sur les explorateurs célèbres. La quotidienne de School TV, c'est maintenant, c'est parti, Grand Oral. Jean-Louis Tripp, bonjour. Bonjour. Vous êtes dessinateur et scénariste de bande dessinée, co-auteur notamment de l'immense succès qu'est Magasin Général, mais également plus récemment de Extase du Petit Frère. Et vous publiez chez Casterman ce superbe album intitulé Un père. C'est un portrait, on s'en doute avec le titre, c'est aussi un autoportrait, puisque pour raconter votre père, vous racontez votre enfance, et ce faisant, vous vous racontez. Il y a en quelque sorte une double introduction au récit. Il y a d'une part une visite que vous rendez à votre père, déjà âgé, et d'autre part un cauchemar dans lequel vous le tuez. Au fond, cette bande dessinée, c'était quoi? C'était faire revivre votre père, ou c'était pour tuer le père, ou c'était un peu les deux à la fois? J'ai mis un petit moment à savoir en fait ce que c'était que cette bande dessinée, parce que j'étais parti, quand je fais mes ouvrages autobiographiques, je n'ai pas de scénario. C'est-à-dire je dessine et je raconte l'histoire en même temps. Et alors c'est un peu une prise de risque parce que là c'est ce qui s'est passé. J'étais parti dans une direction où j'étais pas sûr de ce que je voulais faire. Et en fait, je me suis rendu compte à un moment donné que ce qui m'intéressait, c'était ma relation avec mon père. C'est pas une histoire de la famille au complet, c'est pas les années 60. Moi, c'est beaucoup dans les années 60, mon enfance. C'est pas ça. Bien que ça y soit aussi, il y a une reconstitution de l'époque, évidemment. C'est absolument génial, hein, parce que c'est un récit très intime, mais c'est aussi un formidable témoignage sur cette époque. Oui, bien sûr. C'est la France de l'après-guerre, la France encore rurale, et la figure de l'instituteur du village, qui a encore un prestige considérable, et c'était le métier non seulement de votre père, mais également de votre mère. Instituteur communiste, en plus. Bien sûr, c'est pour ça que je faisais la petite blague sur avoir des parents comme tout. Donc oui, c'était effectivement une espèce... Oui, c'était une figure. À l'époque, l'instituteur, c'était important quand même. Hein. Donc voilà, et donc du fait que, par exemple, le fait qu'il était communiste... que mes parents étaient communistes, et ils étaient instituteurs. Donc on avait beaucoup de vacances. Et donc, on avait des vacances... d'instituteurs communistes. C'est-à-dire qu'il y avait tout le volet culturel, découverte de la France à toutes les vacances, style Pâques, trucs comme ça. Alors là, on allait faire les châteaux cathares, la Provence avec les ruines romaines, etc., etc. On allait en Alsace, on allait au Radour-sur-Glane, on allait en Alsace visiter, entre guillemets, le camp de Nattwiller-Struthof, par exemple. Enfin, il y avait tout ce truc à la fois culturel et politique. Et puis, dans les grandes vacances, il y avait la Roumanie, l'Allemagne de l'Est. On parle de la Roumanie de Ceausescu, quand même. Et de l'Allemagne de l'Est, par exemple, en 72. Des voitures qui tombent en panne, notamment en Allemagne de l'Est, si je me souviens bien. Être fils d'un stit, ça vous donne quand même un statut assez privilégié. Et vous en usez et vous en abusez quand vous êtes enfant. Quand j'étais tout petit, oui. Ouais. Parce que quand j'étais vraiment tout petit, mes parents étaient de jeunes instits. Enfin, ma mère avait 20 ans quand je suis né. Et elle venait de passer son bac. Et elle est devenue instit tout de suite après. À 19 ans. Voilà, elle le raconte à un moment donné. Voilà. Elle a fait parler, elle dit, tu te rends compte avec 19 ans. Donc, voilà, il fallait qu'elle s'occupe à l'époque. Elle avait une double injonction. Enfin, elle avait une injonction maternelle qui était, tu dois t'occuper de ton mari et de tes enfants. Là, il n'y en avait qu'un au début. Et donc, il faut qu'il soit bien habillé, il faut qu'il soit nourri, blanchi, etc., etc. Et ça, c'était vraiment une injonction de mère à fille. Et en même temps, mon grand-père, qui était un petit commerçant de province, était quand même un peu en avance sur son époque, parce que lui, il avait voulu que ses filles soient indépendantes et qu'elles aient un métier. Donc, vous serez instit, elles n'ont pas eu le choix, mais vous serez instit parce qu'au moins, vous serez indépendante. Donc, elle avait tout ça à porter en même temps, ce qui est quand même pas simple. Mais donc, mes parents, quand je suis né, ils allaient de village en village. Tous les ans, on les envoyait dans un nouveau village, mais dans le Tarn-et-Garonne, toujours. Voilà. Et donc, évidemment, le statut de l'instituteur faisait que moi, je pouvais aller me servir en petit gâteau à l'épicerie et que voilà, on me disait rien parce que j'étais le fils de l'institut. C'était le fils de l'institut. Cette figure de l'institut à la campagne, elle renvoie à celle des hussards noirs de la République, mais il se trouve que votre père, vous l'avez dit, est communiste, et là, ça renvoie plutôt à une figure de l'entre-deux-guerres et de l'après-guerre. Il y a
notamment, c'est aussi habité par la figure de Célestin Freinet. Oui, bien sûr. Qui a été grande, après dans l'entre-deux-guerres, pour le coup, avec des méthodes dites méthodes actives, pour le dire de manière très, très caricaturale, c'est des méthodes plutôt sympas. Et oui, vous tâtonnement expérimental. Tâtonnement expérimental. Et lui, il oscille en fait entre le côté Freinet et la fessée si besoin, le côté plus stalinien. Enfin, oui, mais ça c'était aussi l'époque, c'est-à-dire que voilà, lui il avait pris des baffes, alors lui il venait d'une famille de grande bourgeoisie, et il s'était retourné totalement à 20 ans sous l'influence de cousins communistes, et donc, mais lui il venait vraiment de grande bourgeoisie, et donc lui il prenait des baffes par exemple parce qu'il tenait pas sa fourchette comme il fallait à table, c'était la claque, bon voilà. Et bon, eh bien voilà, c'est comme ça que ça se transmet, hein, les claques. Et donc, moi, j'ai pris de bonnes fessées, pas de claques, mais des fessées, des bonnes fessées, j'ai pris. Et il faut dire que j'étais un emmerdeur. Oui, je poussais tout le temps. Je crois, votre frère, là, oui, il était quand même un emmerdeur. Oui, absolument. Non, mais ça, c'est vrai. Oui, je pense. Raisonnablement. J'espère. Être communiste à l'époque, je trouve que c'est très fort quand on vous lit. C'est aussi grandir et avoir pour compagne de vie quotidienne une utopie. Et dans cette utopie, il y a l'idée de l'émancipation par l'école. Il y a aussi l'idée de l'égalité des chances. Et par exemple, il n'est pas question qu'on vous aide à faire vos devoirs. Ce ne serait pas juste pour les autres. Oui, et c'est une chose que mon frère, par exemple, a très mal vécu. Parce que lui, il dit on était abandonnés. Et en fait, moi, c'était au contraire. C'était un moment moi, j'ai un souvenir d'enfance d'une très, très grande liberté. On vivait dans un petit village dans le Tarn-et-Garonne. Il n'y avait aucun des problèmes dont on entend parler aujourd'hui. Moi, le mot pédophile, j'ai appris ça, j'étais adulte. Donc, vous savez, il n'y avait pas de harcèlement à l'école, il n'y avait rien de tout ça. J'avais un vélo. Déjà, j'étais dans la cour de l'école. Un vélo à une vitesse, là. Oui, je sais, un vélo à une vitesse. Ouais, mais enfin, bon, ça, c'est autre chose. Mais on avait les enfants d'instit, on avait les cours des écoles comme terrain de jeu, déjà. Et puis ensuite, il y avait la campagne autour. Moi, je prenais mon vélo. J'allais chez mon copain qui avait une ferme à 2 km de là. Mes parents ne s'inquiétaient de rien. Je rentrais pour dîner. Mais pour les devoirs, c'était pareil. Et voilà, ils s'inquiétaient de rien. Alors, comme on était plutôt bons élèves, on n'avait pas eu besoin de trop d'aide jusqu'au collège, on va dire. Après, ça, c'est un peu compliqué. Ouais. Bon. C'était quand même de l'ordre de la foi, ce rapport au communisme, ce rapport à l'utopie. Ouais, et votre père, y compris quand il se heurte à l'absurde et à l'arbitraire d'un douanier roumain qui lui confisque l'humanité, qui est toujours le grand quotidien du Parti communiste, donc c'est quand même juste lunaire de se faire confisquer ça. Il continue à y croire. Idem, vous voyez des files d'attente à n'en pas finir. Vous dites quand même, ils font la queue pour acheter du pain. Mais non, c'est pas du tout du pain. C'est un dispensaire. Ouais. Les femmes sont avec des enfants, donc c'est forcément un truc positif. Donc elles viennent faire vacciner leurs enfants. Il n'en a jamais démordu. Mais il était très, très contradictoire, très complexe, parce que, en fait, son idéal, qui était l'Union soviétique, le modèle, c'était ça, l'Union soviétique, était se heurter, mais frontalement, à ce qui était son mode de vie. C'est-à-dire qu'en fait, lui, on partait en caravane, il était hors de question qu'on allait dans un terrain de camping. C'était camping sauvage. On campait n'importe où, sauf dans les terrains de camping. Et en fait, quand on s'est retrouvé dans les pays de l'Est, où il fallait donner son itinéraire au jour le jour, c'était totalement le contraire. Ouais. Et ça, il acceptait. Il ne mouftait pas là. C'est comme il était évidemment anti-franquiste, on n'est pas loin de la frontière espagnole, mais quand même les clopes, elles n'étaient pas chères de l'autre côté. Non, c'est l'essence. C'est l'essence, pardon. C'est ça, on allait faire le plein. On allait faire le plein à Picerna parce que c'était moins cher. C'est ça. Il y a quand même derrière tout ça une grande foi en l'humanité. Il vous réveille au milieu de la nuit pour que vous assistiez au premier pas de l'homme sur la Lune, on est en 69. Pourtant, c'est le grand Satan américain qui réussit l'exploit, mais il vous dit... C'est l'homme. C'est l'homme. C'est l'homme qui a, oui, parce que moi, c'est la seule fois où j'ai vu mon père pleurer, et il pleurait d'émotion, enfin, il pleurait d'émotions positives. C'était, bon, voilà, c'est quelque chose quand même, hein, les premiers pas de Armstrong sur la Lune. Même moi, je garde un souvenir de ça, vraiment, quand je l'évoque, c'est... bon. Bouleversant. Oui, parce que j'avais mon père qui pleurait, puis moi, j'étais fasciné par ça. Je me dis, pourquoi tu pleures? C'est parce que c'est pas c'est parce que c'est les Américains au lieu des Soviétiques. Elle me dit, non, c'est l'être humain, tu vois, qu'est-ce que l'être humain est capable de faire, quoi. Ça, c'était extraordinaire, quoi. Puis c'était le genre à prendre des stoppeurs, qu'ils soient américains ou peu importe, et à les amener devant la porte, et en plus à leur filer un billet de 10 balles pour qu'ils continuent leur chemin, quoi. Jean-Louis Tripp, Impair, c'est chez Casterman, ça vient de sortir. On va continuer à en parler dans quelques instants. Pour l'instant, c'est l'anti-sèche. Si vous voulez bien, Jean-Louis, est-ce que vous connaissez l'origine de l'expression « jeter de la poudre aux yeux » ? Mais pas du tout. Eh bien, vous savez quoi ? On va la découvrir ensemble. Catherine Maury, l'anti-sèche.
jeter de la poudre aux yeux. Catherine Maury, bonjour. Bonjour Emmanuel. Catherine qui est professeure de français, fidèle de ces anti-sèches de la quotidienne, on vous en remercie chaleureusement. Au bonheur des expressions françaises, c'était sorti chez Larousse avec des illustrations de Tiffaine Desmoulières. Alors, ça vient d'où jeter de la poudre aux yeux, on va déjà rappeler ce que ça veut dire, c'est faire illusion, quoi. Oui, leurrer quelqu'un, tromper Voilà. quelqu'un. Et donc ça vient de l'Antiquité, c'est assez drôle parce que c'est une expression qui vient du sport, ça on s'y attend pas du tout. Et c'était les coureurs qui avaient cette technique avec leurs chaussures, avec leurs pieds, ils essayaient d'envoyer le plus possible de poussière à l'arrière pour aveugler leurs concurrents. C'est du propre. Ah ouais, comme vous dites. Il y a d'autres expressions sportives dans les expressions françaises connues. Courir comme un dératé, celle-là je l'ai découverte en vous lisant. Vous avez idée de ce que c'est ? Oui, parce qu'on a mal à la rate quand on court. Je l'ai eu quand je faisais beaucoup de sport. Il est pas loin. Petit. Adulte, jamais eu. Mais quand j'étais enfant, j'avais souvent le côté. Le point de côté. Le point de côté. Oui, c'est ça. Ouais. Non. Oui, c'est vrai que ça a un rapport avec la rate. La rate, c'est plus haut quand même. C'est entre les poumons et l'estomac. Vous ne pouvez pas me lancer dans l'anatomie. Mais la prochaine fois. Mais c'est vrai qu'il y a une idée, c'est lié au point de côté un petit peu. Donc, et donc, alors, privé de la rate. Voilà, en fait, c'est Pline l'Ancien. Qui est un historien du 1er siècle après Jésus-Christ, qui raconte que les athlètes grecs et romains, pour courir plus vite, essayaient de diminuer le volume de leur rate. Et donc, pour ça, ils buvaient des décoctions de plantes pendant 3 jours, parce qu'il y avait cette croyance que plus la rate avait fondu, plus il courrait vite. Et alors, ça a un peu causé des ravages dans la population canine, cette histoire, parce que des hommes s'en sont emparés au XVIIe et au XVIIIe siècle, et on dit, c'est une très bonne idée, allez, on va dérater les chiens. Et donc, on retirait cet organe aux chiens. Alors que c'est quand même un organe qui est important puisque c'est important pour l'immunité et puis pour le renouvellement des cellules. Et c'est pas du tout, comme pensait Baudelaire, l'organe du spleen. Et donc voilà, on enlevait la rate des chiens. Et donc l'expression est restée. Donc courir comme un dératé, c'est courir très vite parce qu'on n'a plus sa rate. Bon, dans les célèbres, avoir la tête dans le guidon. Oui, alors évidemment, ça vient du cyclisme. Voilà, le coureur cycliste qui va... Qui ne regarde pas très bien ce qui se passe autour. Jeter l'éponge, c'est la boxe. Jeter l'éponge, c'est la boxe. Donc, on jette l'éponge quand on abandonne. Tout champion de boxe a son soigneur qui va lui rafraîchir le visage avec une éponge. Si le soigneur renonce à son éponge, c'est qu'il renonce à le soigner. Voilà, c'est que c'est terminé. Nager comme un fer à repasser. C'est l'inverse de celui qui nage comme un poisson, c'est qu'il va couler. Et puis alors, il y en a une assez mystérieuse. Vous avez une idée de pédaler dans la choucroute, vous ? Je demande parce qu'il y a des grands cyclistes. C'est pénible. En fait, là encore, c'est des expressions, il y en a beaucoup dans les expressions françaises qui sont construites sur des images un peu ridicules, quoi. Oui. Imagées. Mais c'est quand même très visuel. C'est ça, voilà. Vous imaginez celui qui pédale dans la choucroute, donc forcément, il va y avoir des rubans de chou qui vont se mettre dans les rayons de ses roues. Ensuite, ça va former des chignons. Et puis, il va s'enliser à moins de s'accrocher à une saucisse peut-être salvatrice. Ça, c'est possible. Dans la choucroute, il y a des saucisses. Mais donc voilà. Et donc on dit patauger, pédaler dans la choucroute, pédaler dans la semoule, pédaler dans le yaourt, pédaler dans le couscous. Enfin, donc on peut pédaler dans plein de choses en fin de compte. Au bonheur des expressions françaises, merci beaucoup Catherine Maury. Les illustrations sont signées Tiffaine Desmoulières, c'est chez Larousse. Une hirondelle ne fait pas, je le prends en pif parce que ça marche à tous les coups. Tonneau d'Anaïde, tiens, on va le trouver le tonneau d'Anaïde d'ici la fin de la semaine. Pendant que le chien pisse, le loup s'en va. Oh là, franchement... Elle exagère. Catherine, merci beaucoup. Question pour demain. Que signifie avoir les yeux bordés d'anchois ? Voilà, peut-être un truc qui peut vous arriver si on vous achetez de la poudre aux yeux. Après, vous avez... Non, pas du tout, ça n'a aucun rapport. Jean-Louis Tripp, Grand Oral. Jean-Louis Tripp, il y a encore quelque chose qui m'a frappé concernant les questions d'éducation, parce que je l'ai aussi lu avec ce prisme-là, votre bande dessinée. Quelque chose qu'on retrouve aussi dans la très belle enquête de Virginie Linhart, Le jour où mon père s'est tu, quand elle parle des enfants de 68, c'est l'attachement, et vous en avez un peu parlé, à la méritocratie scolaire, dans ce que ça de plus classique. On fait de l'allemand, du grec, du latin, on ne va pas transiger là-dessus. Oui, hyper classique, quoi. Vraiment, pour moi, ça a été assez pénible parce que, après, ça m'a servi aussi. Oui, pour le russe, ça vous a servi. mais en fait, moi, j'ai pas eu le choix. C'est-à-dire que à l'entrée en 4e, dans mon village, il y avait un collège. On habitait au collège d'ailleurs. Il y avait un collège donc qui allait jusqu'à la 3e. Mais à partir de la 5e, après la 5e, la sortie de la 5e, l'entrée en 4e, il y avait la seconde langue. Et là, dans ce collège-là, il n'y avait que l'espagnol. Et il n'y avait pas de latin. C'était un petit collège. Et moi, là, c'était hors de question. Moi, j'aurais préféré faire de l'espagnol, de loin, mais non, c'était les bons élèves
c'était le cas, vont faire de l'allemand et du latin, parce que c'est les langues des philosophes. Oui, c'est ça le truc. Donc on pouvait à la fois être communiste révolutionnaire et très attaché à la méritocratie. Donc voilà, alors j'ai dû partir à Montauban et me taper... alors en fait, ce qui est ridicule, c'est qu'aujourd'hui, il me reste pratiquement rien de l'allemand. Le latin... ça ne m'a pas vraiment fait si pour l'étymologie, mais enfin, je veux dire, bon, voilà. Alors que l'espagnol me serait très utile aujourd'hui. Ben oui, c'est vrai, l'espagnol me serait très utile, m'aurait été très utile. Bon, je veux dire, on va faire l'hypothèse que ça a été utile à un moment donné. L'étymologie, ça peut servir à quelque chose, y compris pour les expressions françaises. À l'époque, vous n'êtes pas encore Jean-Louis Trippe, nom duquel vous signez votre travail, vous êtes Jean-Louis Tripier. Ouais. J'ai beaucoup souffert à l'école avec ça. Oui, non, c'était un prénom, c'était un nom qui était évidemment... prétexte à toutes sortes de plaisanteries autour de la tripe, les entrailles, etc. C'était pas très agréable. J'ai même assez souffert de ça. Voilà. Donc j'ai du coup... il y a eu deux choses. D'abord, j'ai choisi un pseudo, qui est Jean-Louis Trippe, c'est-à-dire en coupant mon nom. Mais visuellement, ça ne fait pas le même effet, évidemment. Et puis, il y a surtout eu la récupération du nom intégral. C'est un peu long à expliquer, mais en fait, c'est le nom de mon grand-père, c'était Tripier Mondancène, donc on a fini par récupérer. Mais ça arrive bien plus tard dans l'histoire. Et j'aurais bien aimé avoir ce nom-là quand j'étais plus jeune. À l'école. Dans le registre de l'autoportrait, non pas du portrait, il y a une scène dont vous ne vous souvenez pas, mais qu'on vous a raconté 1000 fois, la façon dont vous avez failli passer quand vous étiez petit. Toutes les façons. Oui, parce qu'il y a le berceau qui a failli brûler. Il y a, je ne sais plus comment vous l'appelez, la promenade quelque chose, la promenade fatale. La vilaine promenade. La vilaine promenade, pardonnez-moi. Ouais. L'intoxication en Espagne. C'est ça. Vous survivez à tout. Ouais, tout. Et à un moment donné, quand même... La néphrite aiguë. La néphrite aiguë, mais à un moment donné, quand même, vous parlez à votre père et vous parlez des questions d'abandon. Et vous dites que tous ces petits abandons, alors c'est pas toujours des cas d'abandon dans ce qui a failli vous arriver, mais il y en a quand même un petit peu. C'était peut-être pas si anecdotique que ça. Et toutes ces fois où un enfant ne peut pas s'appuyer sur la sécurité des parents, en général du père en particulier, ça laisse des traces. Mais ça, c'est l'autre revers de la médaille. Ouais. C'est-à-dire que d'un côté... mon enfance, le souvenir de mon enfance que j'ai, c'est la liberté, qui était extraordinaire. Et d'un autre côté, des fois, c'était à la limite de l'abandon, effectivement, parce que je raconte une nuit terrible pour moi, parce que mes parents se sont engueulés. Mes parents s'engueulaient énormément. Oui, bon. D'ailleurs, ça va finir par... oui. Et moi, j'ai même souhaité qu'ils se séparent quand j'étais gamin. Et donc, mes parents se sont engueulés. Ma mère est partie, a pris la voiture pour aller chez ses parents à Montauban, 25 km de là. Et mon père n'a rien trouvé de mieux que de la suivre en Solex. Au milieu de la nuit. Au milieu de la nuit, en abandonnant, en laissant tout seul à la maison ses 3 enfants, dont moi qui était l'aîné, je devais avoir peut-être 10 ans, quelque chose comme ça. Et sauf que le problème, c'est que vous vous réveillez. Ah ouais, moi j'entendais l'engueulade, tout ça, et puis à un moment, j'ai plus entendu de bruit, et là, ça a été un moment de panique, parce que je me suis rendu compte que j'étais tout seul, quoi. Donc là, c'est vraiment un gros flip. Je suis allé chercher, je ne savais pas quoi faire. Est-ce que je devais rester là? Est-ce que je devais aller chercher un adulte? Bon, finalement, j'ai fait mes calculs de temps. J'ai pris mon vélo, je suis allé chercher des amis de mes parents. À minuit, je suis allé sonner en disant on est tout seul à la maison. Ils sont venus nous garder. Mais ça a été un truc un peu de perte de confiance envers et notamment envers mon père, surtout. D'autres moments où vous perdez un peu confiance, il y en a des drôles aussi. Vous rêvez d'un vélo avec plein de vitesse, comme tout le monde. Oui. Vélo de course, avec le fameux guidon, celui dans lequel on met la tête. Ouais, exactement. Et le cadeau arrive, problème, il n'y a qu'un pignon. Il y avait le guidon, mais c'est tout. Le reste... Et alors la vengeance, que je trouve absolument extraordinaire, avec un père communiste qui n'adore pas les États-Unis. J'ai transformé illico, mon vélo, en une espèce de chopper. C'était l'époque de Easy Rider. Et donc une espèce de chopper avec un drapeau américain, voilà. etc. Parce que je savais que ça allait l'agacer au plus haut point. Il y a un sujet tabou dont vous parlez avec beaucoup de simplicité, même si ça ne devait pas être simple à l'époque, c'est l'énurésie. Pipi au lit. Oui, alors c'est marrant parce que depuis que j'ai la sortie du bouquin, c'est très récent, j'ai déjà plusieurs personnes qui m'ont dit moi aussi, ça m'a fait du bien. Parce que je vois, c'est un gros tabou. Hein. On est d'accord. Et peut-être notamment chez les hommes, je ne sais pas, mais en tous les cas, c'est un gros tabou. Alors que moi, en fait, mon grand-père, je savais, parce que on m'avait dit, mais tu sais, ton grand-père aussi. Donc mon grand-père et mon père avaient effectivement souffert d'une nurésie jusqu'à peu près la puberté. Sauf que votre père, il imagine un drôle de système qu'il ne mettra pas en œuvre. Il a tout essayé. Déjà, il a tout essayé. Alors moi, je la couverture électrique, si vous voulez bien. Ouais. Parce qu'elle m'a beaucoup fait rire, ça. Il y avait d'abord le réveil qui sonnait, qui me réveillait, mais ça réveillait toute la maison sauf moi. Et donc, il avait envisagé de mettre un fil
électrique dans la laisse, Rien que non. relié à une Souvenir de la lecture petite des pile pour que ça me foute une décharge électrique. Voilà. Et ma mère l'a arrêté, heureusement. Mais C'était pas très freinet, tout ça. il comme était ça. très fort sur ce C'était pas genre de très Sébastien bricolage. Freinet. Autre morceau d'enfance que nous sommes nombreux à avoir en partage, le divorce des parents, sauf qu'alors à l'époque, c'est pas si courant que ça. Non, c'était pas courant. Ça commençait, mais c'était pas courant. Bah oui, parce Ouais. qu'on est quand même avant le Oui, divorce par oui, consentement oui, mutuel. on n'était pas nombreux à Ouais. l'époque d'enfants de divorcer. C'est un livre sur votre père, c'est un livre aussi sur la famille, sur la fratrie que vous formez. Vous évoquez avec beaucoup de franchise cette malédiction de l'aîné, fils unique pendant 4 ans. Alors 4 ans et même un peu plus, puisque pendant les 3 ou 4 ans qui ont suivi, mon second frère, enfin mon frère Dominique, il a 4 ans de moins que moi, et Gilles avait 2 ans de moins que Dominique, donc il y a eu une période encore où, quand là, j'avais vous 7, dites, 8, c'est 9 quand ans, même je faisais des chouette. trucs qu'avec mon père. Voilà, je l'ai pour moi tout seul. Bien sûr. Ben oui, oui, c'est ça. Mais alors parce que en fait, j'ai réalisé ça dans une discussion avec mon frère qui me disait mais toi tu étais un emmerdeur, t'arrêtais pas de m'emmerder, etc. Ce qui était vrai. Et je me disais mais quand même c'est étrange. Et il me disait moi j'ai pas de souvenir avec Ça, papa tout seul comme ça, et tout ça. Et moi j'en avais plein, des très bons souvenirs. Et en fait, j'ai réalisé que moi, en fait, j'avais été un fils unique pendant 5, 6, 7 ans même, pratiquement, où je jouissais de mon père, quoi. Je faisais plein d'activités avec lui, je faisais du ski avec lui, je faisais de la montagne, voilà. Chose que mes frères n'ont pas fait, parce que, on était trop nombreux, quoi. Vous posez à la fin du livre 2 questions assez vertigineuses qui sont là encore universelles. La première, elle est assez commune. Que sais-je de mon père? Et la seconde me semble un petit peu plus rare, c'est que sait-il de moi? Ouais, parce que ce qui s'est passé, c'est qu'après avoir une grosse déception à un enfance, moment donné. une enfance où j'ai une totale confiance, enfin, il a une totale confiance en moi, en tous les cas. Il me laisse faire plein de trucs. Il y a la fameuse nuit, quand j'avais 12 ans, où on bivouaque. Il n'y a plus de train pour rentrer, c'est ça. C'est ça, il nous laisse bivouaquer. Vous téléphonez avec la machine à trucs et dit débrouillez-vous. Oui, 12 ans, deux gamins de 12 ans dans la montagne, en train de bivouaquer tout seul, enfin, un truc incroyable. Mais pour nous, ça a été un moment exceptionnel. Oui, vous racontez que c'est un truc très des plus beaux moments. Fondateur, Ouais. c'est un rite initiatique, quoi. Bon. Mais après, quand je suis devenu adulte, enfin ado, grand ado et adulte, et notamment au moment où j'ai décidé que je voulais faire de la bande dessinée, à ce moment-là, je pense que là, il voulait que j'assure, alors il voulait que je fasse prof de dessin, il n'avait pas confiance dans le fait que j'allais réussir. Et ça a été un truc assez perturbant pour moi, et j'ai réalisé un peu ça un jour où j'avais fait, je pense que c'est l'année où j'avais fait peut-être j'avais eu un prix Angoulême, dans les années 80, et où il voit mon bouquin, et il me dit, mais où est-ce que tu as appris à dessiner comme ça? Et là, je suis, ouais, parce que ça faisait 20 ans que je faisais ça. Ma mère, elle, par exemple, elle était tout le temps là pour ça. Ouais. Elle m'a toujours soutenu, tout ça, alors que lui, il avait un peu disparu de la circulation. Et il y a un nouvel abandon, et peut-être quelques envies de meurtre qui reviennent. Elle revient à deux reprises, si je me souviens bien, dans le... Non, mais il y a le rêve, la le scène cauchemar. Du rêve, du cauchemar. Cauchemar récurrent qui est tuer le père. Bon, ça... Voilà, je vous donne, on n'a pas beaucoup regardé les pages intérieures, ça c'est un extrait du cauchemar tuer le père, qu'on voit bien, parce que sinon les tonalités sont plutôt ce noir et blanc, c'est la technique. Du la vie, ouais. Du la vie, voilà, c'est ça. Donc, c'est vrai que quand le cauchemar arrive, ou quand le communisme arrive avec son rouge pétard, ça, on le voit venir. Finalement, vous auriez aimé qu'il sache quoi de vous, votre père? Moi, j'ai un grand regret, c'est que j'ai appris la mort de mon père au moment où j'étais, en 2006, sur les presses de l'imprimerie, d'une imprimerie à Tournai, en Belgique, en train de signer les bons à tirer de Magasin Général. Et donc, excusez-moi, il n'a jamais vu Magasin Général. C'est-à-dire que, l'émotion revient, c'est-à-dire qu'il n'a jamais vu le moment où j'ai eu vraiment la grande réussite. Vous avez explosé, vous avez été votre premier best-seller. C'est ça. Bon. Écoutez, en tout cas, il y a un père, maintenant, qui reste ici. Magasin Général, qu'on peut lire ou relire. Je ne sais plus combien il y a eu de tomes pour Magasin Général. 9 tomes. Formidable série. Et puis cette trilogie, pour le moment, ce sera peut-être une tétralogie, je ne sais pas. 4, parce qu'il y a 2 tomes d'Extase. Ah ben voilà, 2 tomes d'Extase. Le petit frère et un père. Et puis maintenant, un père. Donc c'est bien une tétralogie qui est tout ça chez Casterman. Vous restez avec nous? Oui. On va retourner au collège. On va faire du podcast. D'accord. Avec Amélie Paris. Les années collège.
Amélie, bonjour. Bonjour. Amélie, Jean-Louis, Amélie Paris, professeur documentaliste au Collège Maurice Utrio, Paris, 18e arrondissement, en REP. Plus. Non, c'est très important, c'est un petit numéro bien rodé. Et en tant que professeur documentaliste, vous menez souvent des projets en interdisciplinarité avec d'autres enseignantes et enseignants. Et ça vous a amené à travailler avec une professeure de français et des élèves de 5e pour créer une série de podcasts, 4 podcasts sur les explorateurs célèbres. Et c'est le sujet des années collège. Oui. Alors, c'est un projet qui a été mené sur plusieurs semaines avec, donc, comme vous le disiez, Emmanuel, une collecte de lettres et des élèves de 2 groupes de besoins de 5e, puisque depuis la rentrée 2024, les élèves de 6e et de 5e en mathématiques et en français ne sont plus en classe entière, mais ils sont regroupés en groupes de besoins. Alors, cette série de 4 podcasts sur des explorateurs qui s'étend sur une longue période, depuis Éric Le Rouge jusqu'à Jack London, était une très belle expérience, en tout cas en tant qu'enseignante, mais aussi, je pense et j'espère, pour les élèves avec beaucoup de compétences travaillées. Alors, il faut dire que la pédagogie de projet a le vent en poupe et elle est souvent source de motivation chez l'élève à travers un travail collaboratif. On travaille tous ensemble dans le même but et évidemment, ensemble, on est plus fort. Votre père aurait pu parler exactement en ces termes. Alors justement, racontez-nous cette pédagogie. Comment vous vous lancez dans une pédagogie de projet ? Eh bien, alors déjà, la pédagogie de projet, c'est une pédagogie active qui permet de générer des apprentissages à travers la réalisation par les élèves d'une production concrète, donc ici des podcasts. Le projet implique évidemment des compétences disciplinaires en lien ici avec le programme de lettres de 5e, mais également des compétences transversales, le travail en groupe qui implique l'organisation et l'autonomie du groupe, l'écoute des autres, mais aussi l'utilisation d'outils numériques, la rédaction d'un texte structuré et évidemment l'expression orale. Et cet enjeu permanent pour les enseignantes et les enseignants de garder les élèves motivés, engagés. On écoute le lancement d'un des podcasts ? Oui, c'est Fatima qui parle, on l'écoute. Bonjour, nous sommes un groupe d'élèves de 5e du Collège Maurice Utrio et aujourd'hui nous allons vous présenter 4 explorateurs qui ont marqué l'histoire pendant 9 siècles. Nous voyagerons avec Éric Le Rouge, Christophe Colomb, James Cook et enfin Mary Kingsley. Ah, ça s'arrête là. Comment on fait pour voir la suite ? Eh bien, on va sur le site du Collège Maurice Utrio, rubrique CDI ou lettres, et vous aurez accès à la série complète. Génial. Comment on commence alors avec les élèves à fabriquer un podcast ? Alors, on écoute d'abord des émissions de radio qui vont permettre aux élèves de comprendre sa construction, mais aussi d'identifier les différents rôles des intervenants, comme le présentateur, le chroniqueur. Alors, cette écoute active, elle permet aussi d'analyser l'ambiance sonore et de se familiariser avec le vocabulaire comme le jingle, le tapis sonore ou encore le générique. Les élèves vont ensuite faire des recherches guidées sur leur explorateur pour construire leur texte. Ils vont chercher leur son libre de droit sur un site spécialisé pour accompagner leur chronique et pour créer une ambiance. Alors après tout cela, les élèves vont s'entraîner à lire leur texte. On les a enregistrés pour repérer les erreurs et pour améliorer leur diction et leur articulation. Et puis il y a eu le grand jour, l'enregistrement. Donc on a enregistré dans les conditions du direct. Ah oui, quand même. Et oui, avec pas 5 de montage. Non, Wow. avec 5 comme ici. Avec 5 élèves en plateau, les autres en régie. Donc c'est un moment qui demande vraiment beaucoup de calme et de concentration pour les élèves, mais aussi pour les enseignants. Mais le résultat est toujours super. Et ouais, ça fait des projets extrêmement complets sur le plan des apprentissages, très denses aussi sur le plan humain, non ? Mais oui, alors qui permet vraiment de développer des savoirs, des savoir-faire et des savoir-être. Amélie, merci beaucoup. Jean-Louis Tripp, merci aussi de nous avoir rendu visite. Merci. Vous avez écouté d'un œil ou d'une oreille de connaisseur ce genre de dispositif. Mais mon père faisait ce genre de truc. Hein. Et ouais, c'est ça. Oui, Frédéric, c'était la correspondance scolaire. Il n'y avait pas encore le podcast. Non, mais des projets comme ça. Il nous avait réalisé en travaux manuels, alors qu'il était aussi prof de plein d'autres choses. Mais grand bricoleur. Oui, c'est ça. Il avait fait une maquette du Tarn-et-Garonne en volume, avec les courbes de niveau en plâtre. Des diaporamas, des dioramas, en contreplaqué, en fait. Et plein de trucs comme ça. Voilà. Alors, je ne sais pas si le Collège Maurice Utrio existait dans ces années-là, mais... Il a 50 ans, un peu plus de 50 ans. 50 ans, alors il y a peut-être eu des PEGC dans ce collège-là, qui était aussi une catégorie. Il a été PEGC, ça n'existe plus. C'était des professeurs des écoles, des instituts, on disait à l'époque, qui devenaient professeurs de collège. C'est quand il y a eu toute l'arrivée des boomers. Et le corps a fini par s'éteindre. Bref, tout ça pour vous dire que si vous êtes passionné par les questions d'éducation, vous lirez avec beaucoup d'intérêt Impair. Si vous êtes passionné par l'histoire de l'entre-deux-guerres, aussi par le communisme, n'en parlons pas. Et surtout, si vous aimez les belles, bonnes, denses BD, vous lisez avec tout le talent, toute la patte, toute la plume, le pinceau de Jean-Louis Tripp. Et puis vous pouvez aussi lire Magasin Général, Extase de Tom ou Les Petits Frères, Le Petit Frère. Tout ça, c'est chez Casterman. Merci de nous avoir rendu visite. Merci à vous. C'était un grand plaisir. Amélie, merci. Merci aussi à toute l'équipe de l'émission. Le Rodemont
Salomon au maquillage, Marine Plantec et Dylan Colère à la préparation de l'émission, Marine qui est en régie. Aujourd'hui avec au son Saïd Mamou et à la réalisation Alice Pitavi. Vous restez sur School TV, vous nous retrouvez nous en permanence sur Internet et sur les réseaux sociaux.